Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, celui aujourd'hui de la Cupra Born 100% électrique. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers, et Autoscout 24, la plus grande plateforme en ligne de voitures neuves et d'occasion en Europe. Cette Cupra Born, c'est la version de série du concept Seat Elborn, présenté au Salon de Genève. C'était en 2019. Et si depuis lors elle a changé de badge, préférant le badge de Cupra, l'ancienne branche sportive de Seat devenue marque à part entière, eh bien ces lignes par contre sont restées fidèles à celles du concept présenté en 2019. Et si ces lignes vous disent quelque chose, eh bien c'est bien normal, puisque ce sont globalement les lignes de sa cousine, à savoir la Volkswagen ID.3. Bien qu'elle ait été conçue au siège de Cupra à Barcelone, c'est en Allemagne, dans l'usine allemande Volkswagen de Zwickau, qu'elle est produite, aux côtés des Volkswagen de la série ID et également de l'Audi Q4 e-tron, toutes des voitures qui sont fabriquées sur la plateforme MEB de Volkswagen, plateforme MEB réservée aux véhicules 100% électrique. Alors, j'en ai pris le volant pendant une semaine. Est-ce un simple copier-coller de la Volkswagen ID.3? Qu'apporte-t-elle en positif, en négatif? Eh bien, toutes les réponses à ces questions se trouvent dans cet essai. Comme à chaque fois, je vous invite avant de démarrer cet essai à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Dans 2 semaines, un autre essai, hybride rechargeable celui-là, celui de l'Audi A8 60 TFSI E Quattro. On sera dans le luxe, clairement. Avant ça, la semaine prochaine, une vidéo bilan. Un premier bilan après près d'un an et 15 000 km parcourus au volant de ma Polestar 2. Je vous dirai tout. Un bilan sans concession, une vidéo sans concession. Il y a évidemment plein de points positifs, il y a aussi des points négatifs et je n'hésiterai pas à les aborder dans cette vidéo. Donc ce sera la semaine prochaine, dimanche prochain à 18 h. D'autres essais évidemment électrisants durant les semaines suivantes. Je vous en reparle tout à l'heure. Extérieurement, par rapport à l'ID.3 de Volkswagen dont elle dérive, les différences sont assez marquées. Alors que sur l'ID.3, on a quelque chose de très rondouillard, de très passe-partout finalement au niveau du design extérieur, et bien ici c'est tout le contraire, et on va essayer chez Cupra de susciter une certaine émotion par la sportivité. Alors ça passe par l'avant, un avant beaucoup plus acéré, beaucoup plus agressif, beaucoup moins rondouillard donc que sur la Volkswagen ID.3, avec un bouclier très complexe au niveau de ses formes, avec des inserts de couleur bronze, qui est un peu la marque de fabrique de Cupra, on verra à l'intérieur que c'est le cas également, des jupes latérales qui sont très travaillées au niveau de la partie arrière, qui évoquent là aussi une certaine sportivité, et puis à l'arrière justement, eh bien, un bouclier qui propose un diffuseur là aussi qui évoque une certaine sportivité. On en a mis des caisses donc chez Cupra pour plaire à un certain public. Alors est-ce qu'on en a fait trop au niveau du design justement, au niveau de tous ces appendices? Ça, c'est un petit peu à vous de voir en fonction de vos goûts personnels, forcément subjectifs, c'est un peu le principe. Le logo Cupra à l'arrière, l'insigne Cupra ici à l'arrière, et puis le logo Cupra à l'avant qui lui est bien massif. Donc on affirme l'appartenance à cette marque, cette nouvelle marque, puisque Cupra était une branche de Seat et maintenant une marque à part entière. Alors voilà, c'est assez clivant, mais dites-moi, vous êtes plutôt au niveau du design ID.3 ou Cupra Born? Dites-le moi dans les commentaires. Au niveau de ses dimensions, cette Cupra Born reprend à peu près les dimensions de la Volkswagen ID.3 avec une longueur de 4,32 m, une largeur d'1,81 m, ce sera 2,07 m avec les rétroviseurs et une hauteur de 1,54 m. Notez surtout l'empattement qui est généreux et ça c'est tout bénéfice pour l'espace intérieur et notamment à l'arrière. C'est rendu possible grâce à l'utilisation d'une plateforme spécifique. On a repoussé les roues aux 4 coins pour maximiser l'espace intérieur. 2,77 m, c'est donc la distance entre les roues avant et les roues arrière. Est-ce que ça bénéficie ici aussi à l'espace intérieur et notamment à l'arrière? On voit ça dans un instant. Côté technique, eh bien, très logiquement, cette Cupra Born va aller puiser dans ce qui est disponible au sein du groupe Volkswagen, reprendre les configurations disponibles au sein du groupe Volkswagen en matière de voitures électriques. Et donc en Belgique, on va avoir droit à 3 niveaux de puissance. 150 chevaux
avec la petite batterie, 204 chevaux avec la batterie intermédiaire et puis 231 chevaux, ce sont les versions e-Boost en Belgique, avec soit la batterie intermédiaire, soit la plus grosse batterie. Cette voiture est une voiture de milieu de gamme, on est sur 204 chevaux et la batterie intermédiaire et elle correspond en France à la version disponible actuellement, la version V. Une autre version vient d'être ajoutée au catalogue en France, c'est la version VZ qui correspond donc à la version e-Boost en Belgique, donc 231 chevaux avec batterie intermédiaire. Au niveau des performances, eh bien 310 Nm, c'est le couple pour l'ensemble des versions. Il n'y a rien qui change. Par contre, là où on aura des changements, évidemment, c'est le 0 à 100. 0 à 100 réalisé en 8,9 secondes sur la version de 150 chevaux, 7,3 secondes sur cette version, la version intermédiaire de 204 chevaux, et puis seulement 6,6 secondes sur la version la plus puissante avec la batterie intermédiaire, c'est-à-dire la version de 231 chevaux. Si vous voulez plus de batterie, ça pèse un petit peu, et donc forcément, là, avec la version la plus puissante, mais la plus grosse batterie, on va dégrader un petit peu les performances, on passera pour le 0 à 100 de 6,6 à 7 secondes. Pour alimenter son moteur électrique situé à l'arrière, cette voiture est donc une propulsion, eh bien 3 niveaux de batterie en Belgique, 45, 59 et 77 kWh. Dans tous les cas, elle est située dans le plancher de la voiture, ce qui abaisse le centre de gravité, c'est le principe avec les voitures électriques, et c'est tout bon pour le comportement. Alors les autonomies théoriques, 349 km avec la plus petite batterie, 420 ou 427 km avec la batterie intermédiaire en fonction de la puissance, 204 ou 231 chevaux, et puis 548 km, ça c'est avec la plus grosse batterie de 77 kWh. En France, une seule batterie est proposée actuellement pour les versions V et VZ, c'est la batterie intermédiaire de 59 kWh. Alors tout ça c'est la théorie évidemment. En pratique, qu'en est-il? Eh bien, au terme de cette semaine d'essai, je vous dévoile les vrais chiffres auxquels je suis arrivé. Ce sera tout à l'heure à la fin de la vidéo. Pour recharger la batterie, ça se passe à l'arrière, du côté droit, avec sous la trappe un connecteur de type 2, sans surprise. Tout d'abord, pour la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons, la recharge du quotidien. Ce connecteur de type 2, il est relié sur cette version intermédiaire et sur les versions supérieures à un chargeur de 11 kW, chargeur embarqué de 11 kW, c'est tout à fait la norme en 2022. Attention, la version d'entrée de gamme 150 chevaux avec la petite batterie doit se contenter d'un chargeur embarqué de 7,2 kW. Et ça, c'est un petit peu dommage. La recharge sur le courant continu, elle est possible également. Ça, c'est pour les plus longs trajets, ceux qui vont dépasser l'autonomie totale de cette voiture sur une seule charge, en fonction de la version que vous aurez choisie. C'est la somme des deux connecteurs, connecteur combo CCS pour la recharge donc sur les chargeurs rapides, les chargeurs ultra rapides. Et quand je dis ultra rapide, ça va dépendre un petit peu des versions là aussi, puisqu'on n'a pas une capacité constante à emmagasiner de l'énergie. On a en fonction des versions des niveaux de puissance qui sont différents. Ce sera 50 kW sur la version d'entrée de gamme avec possibilité en option de monter à 100 kW, 100 kW sur cette version intermédiaire et les versions de 231 chevaux avec la batterie moyenne ou la plus grosse batterie, là ce sera 125 kW. Elle est évidemment proche de celle de la Volkswagen ID.3. Je parle de quoi? De la capacité de chargement à bord de cette Cupra Born. Ouverture du coffre comme ceci. Et ensuite, on a quoi? On a un coffre d'une capacité de 385 litres. 385 litres avec la banquette arrière en place. Banquette arrière fractionnable, 60-40, qui dispose également d'une trappe à ski qui est toujours bien pratique pour charger les objets longs. Si vous la rabattez complètement, vous obtenez 1267 litres. Au niveau du coffre, des aspects pratiques, on va avoir deux crochets, un à gauche ici, un à droite, ainsi qu'une prise 12 volts de type allume-cigare, bien pratique dans le coffre là également. Au niveau du plancher du coffre, il est assez haut, donc c'est pas mal, vous ne devez pas vous abaisser trop pour déposer des objets dans le coffre, c'est assez pratique, notamment si vous avez des objets lourds, comme des packs de bouteilles, des choses comme ça, vous arriverez à les placer et à les retirer assez facilement. Ensuite, on a des cavités, une à gauche, une à droite, et puis ce plancher du coffre, vous allez pouvoir soit l'utiliser comme ceci, soit accéder à ce qui se passe en dessous du plancher, notamment pour ranger les câbles de recharge. Mais si vous le voulez, vous pouvez complètement retirer ce plancher du coffre et utiliser en permanence tout l'espace disponible. Voilà, en termes de modularité, c'est plutôt pas mal à bord de cette Cupra Born.
Avant de m'installer au volant, de vous faire découvrir le tableau de bord de cette voiture, vous verrez qu'on est en terrain connu. Eh bien, me voici installé à l'arrière, y est-on bien installé? Alors, on profite évidemment dans cette voiture de l'utilisation de la plateforme MEB spécifique aux voitures électriques du groupe Volkswagen, on l'a dit, avec les roues qui sont repoussées aux quatre coins, l'empattement généreux de 2,77 m. Je mesure 1,90 m, le siège avant est réglé comme pour moi. Et vous voyez que si je m'installe derrière moi, eh bien, ça passe au niveau des genoux. Par contre, deux petits bémols. D'abord, les cuisses qui sont un petit peu en suspension, qui ne reposent pas vraiment sur l'assise de la banquette. Pourquoi? Eh bien parce que le plancher, il est relativement haut et donc avec ma taille d'1,90 m, voilà, j'ai les cuisses un petit peu en l'air, c'est un petit peu dommage. Et puis le pavillon aussi, pavillon, il est très proche. Hein, avec mon 1,90 m, bah, je suis pas loin de toucher. Ça passe encore, mais je suis pas loin de toucher. Sensation en tout cas un peu d'oppression au niveau du plafond puisque je suis pas très loin. Au niveau de l'équipement maintenant, on a deux prises USB-C disponibles ici à l'arrière. Un accoudoir central évidemment, avec les inévitables porte-gobelets aussi. Et puis au niveau des matériaux, on peut déjà se rendre compte ici à l'arrière eh bien, de ce que sera la qualité de fabrication, en tout cas la qualité des matériaux utilisés dans cette voiture, à savoir quand même encore pas mal de plastique dur au niveau des portières, mais on voit qu'au niveau des sièges, au niveau de la banquette arrière, on a quelque chose quand même de plus qualitatif, en tout cas semble-t-il à première vue, que dans la Volkswagen ID3. Pour voir ce qu'il en est exactement à l'avant, eh bien rendez-vous dans quelques secondes. La même en mieux, voilà ce que je me suis dit en prenant place dans cette Cupra Born. Alors la même que l'ID3 de Volkswagen évidemment, parce qu'elle ne peut pas cacher son appartenance à la famille Volkswagen, et puis en mieux parce que les matériaux utilisés, s'ils ne sont pas irréprochables partout, ont ici le mérite de relever le niveau. Il reste bien sûr des parties en plastique dur, essentiellement sur les portières d'ailleurs, comme à l'arrière, mais pour le reste, c'est vrai que c'est mieux que dans l'ID3, avec ce matériau moussé autour de la console centrale. Franchement, ça le fait, hein, en termes de qualité perçue, c'est vraiment sympa. Et puis également cette sorte de suédine sur l'accoudoir central ainsi que sur les accoudoirs des portières, ça me fait penser à la BMW iX, c'est une belle référence. Notez également ces motifs devant le passager avant et puis les différents accents de couleur bronze comme à l'extérieur sur les jantes, on l'a vu tout à l'heure. Il y en a ici à l'intérieur, alors peut-être un peu trop diront certains, c'est peut-être un petit peu kitsch, mais en tout cas il y a une vraie personnalité et puis une vraie qualité perçue globalement au volant de cette voiture quand on s'installe à bord de cette voiture. Bref, tout n'est pas parfait, mais au moins ici, on n'a pas l'impression d'être complètement floué comme avec l'ID3. Pour le reste, c'est du déjà vu. On détaille ça tout de suite. On va commencer avec la portière conducteur. En partie haute, on a la poignée d'ouverture. En partie intermédiaire, les vitres et rétroviseurs électriques ainsi que le verrouillage centralisé. La possibilité de rabattre les rétroviseurs, la fonction de dégivrage des rétroviseurs et puis la sécurité enfant. Notez que comme dans l'ID3, eh bien, seules les commandes des vitres avant sont directement accessibles. Pour commander les vitres arrière, il faut d'abord appuyer sur le bouton Rear. Certains crient au scandale, hein, je le sais. Perso, moi je trouve ça plutôt pratique. En fait, hein, ça évite de commander les vitres arrière par inadvertance quand on tâtonne en conduisant pour baisser la vitre conducteur. Voilà, ça évite de se tromper. Moi, je trouve ça plutôt intuitif en fait. En bas, on va retrouver un grand vide-poche. À gauche du volant, sur le tableau de bord, le panneau qui regroupe les réglages des phares, mais également le désembuage à l'avant et à l'arrière. Au niveau du volant, à gauche sur le volant, la gestion des aides à la conduite. À droite, la commande vocale, la gestion de l'affichage de l'écran instrument et puis les commandes audio. Notez que les touches sont à retour haptique, c'est nettement moins intuitif et pratique qu'une simple roulette, hein, par exemple pour régler le volume. On n'a pas fait plus simple et plus efficace, malheureusement ici ça l'est un petit peu moins, ça en dérangera certains et sans doute pas d'autres. Au niveau des commodos, à gauche, clignotant, appel de phare et basculement des feux de route aux feux de croisement, et puis à droite les essuie-glaces à l'avant et à l'arrière. Derrière le volant, un premier écran, exactement comme dans l'ID3, écran instrument d'une diagonale de 5,3 pouces, c'est pas bien grand, un écran dont l'affichage est évidemment assez réduit en termes de quantité d'informations disponibles et puis un affichage qui reprend le petit bémol agaçant qu'on retrouve sur l'ID3, c'est-à-dire que quand vous n'utilisez pas la navigation embarquée, eh bien il reste divisé en 3 zones. La zone de gauche avec les aides à la conduite, la zone centrale avec la plupart des informations et puis également la zone de droite qui n'affiche absolument rien en ce moment et pour cause puisque je n'utilise pas la navigation embarquée et donc elle pourrait m'afficher ceci
ici, c'est-à-dire la vue 2 zones, mais par défaut, elle affiche toujours la vue 3 zones, même quand on n'utilise pas la navigation. Et ça, c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu agaçant. Ça pourrait être réglé peut-être dans une petite mise à jour, chers ingénieurs du groupe Volkswagen. À droite de l'écran instrument facile d'accès, eh bien, on prend vite l'habitude de cette petite manœuvre, le sélecteur de vitesse avec la position P à son extrémité. On a ensuite pas d'affichage tête haute dans cette voiture d'essai, mais c'est bien évidemment disponible avec la réalité virtuelle en plus, comme dans l'ID3. Les infos de navigation sont donc en quelque sorte projetées de manière dynamique dans le champ de vision du conducteur. C'est loin d'être indispensable, mais franchement, ça fait son petit effet. Deuxième écran, on y revient dans un instant, c'est l'écran d'infodivertissement qui mesure lui 12 pouces de diamètre. Il est placé de manière horizontale, vous le voyez. Comme dans l'ID3 et d'autres voitures équipées du même écran au sein du groupe Volkswagen, il repose sur une sorte de petite corniche qui permet de commander la température pour le conducteur, pour le passager, ainsi que de régler le volume en partie centrale. Là aussi, certains n'aiment pas. Moi, je trouve ça assez ergonomique au niveau de l'utilisation. On trouve facilement cette réglette sans quitter la route des yeux. Par contre, c'est difficile d'être précis. Si vous slidez comme ça le doigt, c'est difficile d'avoir quelque chose d'assez précis. C'est un peu... Au niveau de la réactivité, en fait, ça ne permet pas vraiment d'avoir quelque chose de fin au niveau du réglage. Et ça, c'est un petit peu dommage. Sous l'écran d'infodivertissement, au milieu des aérateurs centraux, on va retrouver les feux de détresse. Ensuite, la console centrale avec un bel espace de rangement. Ici, en dessous de ce volet, bel espace de rangement et puis les inévitables porte-gobelets, ils sont au nombre de 2. Plus en arrière, la zone de recharge par induction et puis sous la coudoir centrale avec cette petite suédine, je le disais, qui est plutôt agréable, un espace de rangement supplémentaire qui comprend 2 prises USB-C. Moi, personnellement, j'aurais bien voulu en avoir ici dans cet espace à l'avant, mais malheureusement, il n'y en a pas. Avant de prendre la route, je vous propose de détailler ce système d'infodivertissement qu'on retrouve dans cette voiture qui a été développée à la base pour l'ID3, qu'on retrouve maintenant dans de plus en plus de voitures à mesure que se déploie la gamme 100% électrique du groupe Volkswagen. Alors, il y a à boire et à manger, c'est beaucoup mieux qu'au début. On sait que ce système, il a dû être mis au point de manière un petit peu rapide et donc il y avait pas mal de bugs au démarrage, avec l'ID3 notamment. Ici, c'est beaucoup moins le cas. Franchement, le système, il s'est bien amélioré, mais il n'est pas encore parfait en termes d'ergonomie et en termes de fluidité. C'est vraiment les 2 bémols liés à ce système d'infodivertissement de Volkswagen dans cette Cupra Born. Alors, 3 tuiles, vous le voyez. Ici, la partie navigation, on peut naviguer vers les destinations, vous voyez en termes de réactivité, c'est pas ça, vers les destinations récentes. Ici, la radio, on peut naviguer vers le haut, vers le bas, vers le Bluetooth du téléphone, par exemple, si vous voulez streamer depuis votre téléphone. Et là, la partie téléphone, aucun téléphone connecté pour l'instant. En partie supérieure, des menus, vous le voyez, possibilité d'accéder immédiatement au menu de climatisation. Là, vous aurez accès au volant chauffant, par exemple, dans cette voiture, au niveau de la puissance de la ventilation, des embuages également à l'avant, à l'arrière, comme sur la partie de gauche du tableau de bord à gauche du volant. Et puis, par contre, ici, vous n'avez pas les sièges chauffants. Non, les sièges chauffants, ils sont là, voilà, ils sont là de manière séparée. Donc, pourquoi pas avoir tout regroupé au même endroit? Je n'en sais rien. C'est un petit peu compliqué. Je reviens sur cet écran. Non, voilà, je reviens sur cet écran. Possibilité d'accéder aux infos iClimate ici et puis AirCare climat. Alors ça veut dire quoi? Eh bien c'est pour extraire les fines particules de poussière et le pollen de l'habitacle du véhicule. Ça fera plaisir aux allergiques aux particules de pollen par exemple. Alors si on revient sur l'écran de base ici, voilà, vous le voyez là, on a en partie inférieure d'autres menus et puis ici, voilà, vous pouvez continuer à droite avec ces fameuses petites tuiles, eh bien vous pouvez continuer à parcourir tous les menus disponibles dans cette voiture, toutes ces petites tuiles qui donnent des accès rapides. Je pense qu'avec le temps, on s'y fait. Moi, personnellement, je n'ai pas été vraiment convaincu par l'aspect fluide et ergonomique de cette interface. À certains moments, les touches sont tellement petites que vous devez vous y prendre à plusieurs fois quand vous êtes au volant pour pousser sur la bonne touche. C'est un petit peu agaçant. Pour le reste, si je rappuie ici, j'aurai droit au menu plus classique de la voiture. Alors on le voit, navigation, radio, médias, téléphone, les données de conduite, etc., etc. Tout ça est très très classique. Et puis les réglages plus profonds, ça se passe par ici. Voilà, date, heure, etc. Les réglages que vous n'allez pas faire tous les jours, évidemment. Ici, des raccourcis également vers, vous le voyez, navigation, la partie audio, téléphone. Également, c'est ici que s'affiche Apple CarPlay, Android Auto une fois que c'est connecté. Connexion sans fil.
Ça, c'est un bon point. Connexion sans fil, Apple CarPlay, Android Auto. Et puis également, dans cette voiture, eh bien, vous le voyez ici, possibilité en bas à droite d'appuyer sur ce petit menu où vous vous retrouvez finalement dans ce menu, menu voiture dans lequel il y a les assistants, vous le voyez ici, les profils de conduite, on en reparlera sur la route, le e-manager notamment pour manager tout ce qui est recharge de la voiture, les éclairages d'ambiance, vous avez un choix assez vaste, et puis des réglages, voilà. Vous voyez, c'est pas très rapide, des réglages liés à la voiture en tant que telle, à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, grosso modo, on va tout retrouver, hein, bien sûr, mais voilà, parfois ça manque un peu de réactivité, parfois les touches sont un petit peu petites pour quand on est au volant pour avoir une ergonomie satisfaisante. Voilà, il y a à boire et à manger, franchement on peut mieux faire, c'est pas la catastrophe non plus, certainement pas au niveau de ce que c'était quand on a lancé la Volkswagen ID3 où là ça n'allait vraiment pas. Pas de bouton de démarrage dans cette voiture, comme dans l'ID3 évidemment. Vous vous installez au volant et pied sur le frein, vous basculez le sélecteur de vitesse vers l'avant pour sélectionner la position D. On verra tout à l'heure qu'il y a une position B également. D'emblée, faisant oublier son poids, la voiture réagit avec beaucoup de vigueur. Une vigueur qu'il est toutefois assez facile de dompter. Bref, jusque-là, tout va bien. Dans cette voiture d'essai, les sièges sont des sièges Baquet Dynamica gris. Ils sont à réglage électrique, chauffant, massant et offrant en plus un excellent niveau de confort et un très bon maintien latéral. Pour ne rien gâcher, ce matériau Dynamica, qui est fait de matériaux recyclés, est très agréable à l'œil comme au toucher d'ailleurs. Bref, vous l'aurez compris, ces sièges sont un gros point positif dans cette voiture. En matière d'aide à la conduite, vous avez le choix à bord de la Cupra Born, régulateur limiteur de vitesse, avertisseur d'angle mort, avertisseur de franchissement de ligne, avertisseur de risque de collision frontale, reconnaissance des panneaux de signalisation, Travel Assist qui combine régulateur de vitesse adaptatif et le maintien actif au centre de la voie, etc. etc. Alors bien sûr, tout n'est pas de série, mais tout est disponible. Mention spéciale pour la conduite prédictive qui va vous inviter à lever le pied quand la voiture va juger qu'elle a assez d'élan pour atteindre le prochain obstacle, c'est-à-dire un carrefour, un rond-point ou une zone à la limitation plus basse. Ça va vous éviter d'accélérer inutilement pour devoir ensuite freiner et donc gaspiller d'énergie. C'est une infime quantité d'énergie qui est épargnée à chaque fois, mais comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Un petit bémol tout de même, c'est l'avertisseur de franchissement de ligne qui est particulièrement tatillon. Il se déclenche donc souvent pour rien, dès que vous vous rapprochez un petit peu, ou plutôt que dès que vous quittez le centre parfait de la voie et que vous vous rapprochez un petit peu d'une des deux lignes latérales, il va avoir tendance à biper et donc c'est un petit peu agaçant. Donc là peut-être encore quelques petits réglages à opérer. Comme la Volkswagen ID3, cette Cupra Born est très agréable au quotidien, notamment grâce à son diamètre de braquage très faible, j'en parlerai dans la suite. Cette voiture d'essai n'est pas équipée du contrôle dynamique du châssis, réglable sur 15 niveaux, disponible donc en option. Du coup, j'ai pas noté une différence incroyable au niveau du comportement par rapport à une ID3. La répartition des masses 50-50 propose simplement un comportement très sain, même sans la suspension adaptative, le contrôle dynamique du châssis en option. On a donc toutes les qualités de cette Cupra Born, héritée de l'ID3, dynamisme, confort, espace et silence. Oui, grâce aux joints doubles dans les portières entre autres, le niveau de silence est très élevé dans cette voiture. Les bruits de roulement, les bruits aérodynamiques sont très bien maîtrisés. Malgré l'utilisation de plastique dur, alors moins que dans l'ID3 on l'a dit, mais il y en a, aucun bruit de mobilier n'est à signaler. C'est bien fini, vous me direz la voiture est neuve, on verra ce que ça vaut dans le temps et ça, je ne peux pas vous le dire. 4 modes de conduite sont disponibles sur cette voiture, les traditionnels Eco, Standard et Sport qui sont appelés ici Range, Confort et Performance. Le principe, il est toujours le même. En mode Range, vous irez plus loin sur une seule charge au prix de performance légèrement dégradée. En mode Performance, c'est l'inverse. Toute la puissance disponible et donc une consommation qui sera plus élevée et moins de kilomètres sur une seule charge. Et puis en mode Confort, c'est le compromis, le meilleur compromis entre dynamisme et consommation et donc autonomie. 4e mode disponible, individuel. C'est finalement toujours le meilleur mode puisque c'est celui qui vous permettra de personnaliser les réglages en fonction de vos envies ou de vos habitudes. Vous pourrez agir sur la réponse moteur, sur la direction, sur la réactivité de régulateur de vitesse adaptatif et puis la climatisation. Sur les versions 231 chevaux, donc e-Boost en Belgique, VZ en France, un 5e mode est au programme, le mode Cupra qui va au-delà du mode performance. En clair, on ouvre toutes les vannes. Notez que le contrôle dynamique du châssis est donc disponible en option et lui vous permettra d'affiner encore le caractère de cette borne sur la route.
Avec un diamètre de braquage de 10,15 mètres, on peut le dire, cette Cupra Born, elle tourne sur place. C'est en tout cas la sensation qu'on a au moment d'effectuer un demi-tour à bord de cette voiture et ce sera vraiment un gros point positif si vous circulez beaucoup en milieu urbain. Merci au moteur situé à l'arrière qui va libérer de la place à l'avant, ce qui permet d'atteindre cette valeur de braquage très faible. C'est un bon point. Avec les Volvo et Polestar essayés dernièrement, eh bien, je commençais vraiment à m'habituer aux voitures électriques qui récupèrent l'énergie et qui pourtant ont une pédale de frein à l'attaque franche, une pédale de frein consistante. Ici, c'est pas le cas. Alors, je vous rassure, vous ne devrez pas enfoncer la pédale de frein jusqu'au pare-choc avant pour obtenir un freinage convaincant. Mais voilà, au début de la course, il se passe pas grand-chose et globalement, c'est un peu mollasson. C'est d'autant plus dommage que cette voiture, elle inspire davantage la sportivité avec son blason Cupra sur le capot. Sur le sélecteur de vitesse, vous pouvez sélectionner le mode D de manière assez classique pour obtenir un ralentissement assez naturel quand vous levez le pied de l'accélérateur. Naturel, j'entends par là proche de celui d'une voiture à moteur thermique quand vous levez le pied de l'accélérateur. Alors si vous souhaitez un ralentissement plus important, une récupération d'énergie plus importante donc lorsque vous levez le pied de l'accélérateur, eh bien dans ce cas, optez pour le mode B, B comme brake, frein en anglais. Alors vous emballez pas, hein, la décélération ne sera pas celle d'une Volvo XC40 électrique, d'une Polestar 2 ou d'une Tesla Model 3, pas de one pedal drive de conduite à une pédale, elle est juste un petit peu plus importante qu'en mode D. Notez qu'il y a toujours en matière de ralentissement la conduite prédictive dont je vous parlais tout à l'heure, qui va permettre là aussi de ne pas toucher au frein dans pas mal de circonstances où la voiture va naturellement réagir et freiner à l'approche d'un carrefour, d'un rond-point par exemple, lorsque quelqu'un se trouve devant ou lorsqu'il y a une diminution de la limitation de vitesse. Dans cette voiture d'essai, pas de caméra 360, pas même de caméra de recul d'ailleurs, uniquement des capteurs de stationnement. Alors ça fait un moment que ça ne m'était pas arrivé, je dois dire qu'on s'habitue vite à ces petits conforts électroniques. Cela dit, ça m'a permis de me rendre compte que malgré la surabondance d'aides en tout genre aujourd'hui en 2022, eh bien je suis toujours capable de me stationner quand elles ne sont pas là. Voilà qui est plutôt rassurant. Évidemment, tout ça est disponible en option, caméra 360, etc. Moyennant quelques billets, vous pourrez donc en équiper la Cupra Born de vos rêves. L'autonomie théorique sur une seule charge de cette voiture, elle est de 427 km dans cette version milieu de gamme, batterie intermédiaire. Alors 427 km, c'est la théorie, c'est la norme WLTP, on ne l'atteint pas évidemment. À quoi je suis arrivé cette semaine? Eh bien c'est ça que je vais vous dire maintenant et c'est ça qui vous intéresse particulièrement. La consommation moyenne, elle s'établit à 20 kWh au 100 tout pile, 20,0. 20 kWh tout pile au 100 km. J'ai parcouru 433 km jusqu'à présent et je peux vous le dire, la température extérieure, eh bien c'était entre 0 et 10-12 degrés durant cette semaine d'essai. 20 kWh au 100, c'est une très bonne valeur en fait, sachant que je me suis fait plus plaisir que d'habitude parce que cette voiture est une propulsion et que c'est toujours plus agréable de se promener avec une propulsion et voilà, de la conduire de manière un petit peu dynamique, notamment sur des routes sinueuses. Je me suis fait davantage plaisir avec cette voiture et malgré ça, on obtient 20 kWh au 100. D'ailleurs, hier, j'ai effectué un trajet de 80 km en roulant vraiment très cool. Alors pas en roulant à l'économie, mais en roulant normalement, sans faire d'excès au niveau des accélérations, etc. Je roulais tranquillement, en bon père de famille comme on dit. Et là, je suis arrivé à une consommation de 17 kWh au 100. 17 kWh au 100, donc ça c'est vraiment bien parce qu'il y avait de l'autoroute. Il y avait de l'autoroute à 120 km/h dans ces quelques dizaines de kilomètres parcourus. Donc franchement, très bonne gestion de l'énergie. Je suis assez étonné, positivement surpris par les capacités de gestion d'énergie de cette Cupra Born. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une seule charge, vous allez faire combien de kilomètres? Eh bien 300 km avec cette moyenne, près de 300 km avec cette moyenne de 20 kWh au 100. Si vous montez évidemment, enfin si vous descendez la consommation, vous allez augmenter évidemment l'autonomie disponible et donc vous allez pouvoir dans les meilleures conditions dépasser je pense légèrement les 350 km. Donc on ne sera plus si loin finalement des 427 km de la norme WLTP. Donc bravo en tout cas à Cupra pour cette belle gestion de l'énergie. Cette voiture elle utilise l'électricité avec parcimonie et par les temps qui courent, c'est plutôt pas mal. Avant de passer à la conclusion, parlons du prix de cette Cupra Born. Alors cette version 204 chevaux batterie intermédiaire est proposée en Belgique à partir de 42 930 €. Ce sera 42 700 € en France. Équipée comme elle l'est,
cette voiture d'essai vous coûtera 47 535 € et un petit centime ici en Belgique. Parmi les options, on retrouve entre autres la peinture métallisée bleu Aurore, les jantes 19 pouces Typhoon Glossy Black, les sièges baquets dynamiques à gris, les vitres arrière assombries, etc. etc. Notez qu'en Belgique, les prix démarrent à 38 646 € pour la version de 150 chevaux avec la petite batterie et qu'une version e-Boost de 231 chevaux avec la plus grosse batterie de 77 kWh vient coiffer la gamme à partir de 46 306 €. En France, le choix est donc pour l'instant plus restreint, avec 2 versions seulement au moment de tourner cet essai. En plus de cette version V de 204 chevaux avec batterie intermédiaire, vous pouvez opter pour la version VZ, correspondante à l'ajout du e-Boost en Belgique, pour 231 chevaux donc au lieu de 204. Et dans ce cas, le prix passe de 42 700 € à 43 990 €. Pour déterminer le prix de votre Cupra Born idéal, rendez-vous sur le configurateur en ligne de Cupra. Toujours concernant le prix, vous le savez, Arval, partenaire de Charging Station, propose des solutions de leasing pour les professionnels, leasing opérationnel, mais également pour les particuliers. Ici en Belgique, c'est le Private Lease. Alors la formule, elle est la même pour tout le monde, à savoir pour les professionnels et les particuliers, et notamment au niveau de ses avantages. C'est une formule tout compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les mois, vous payez un seul loyer, du premier au dernier mois, le montant, il est le même. Et tout est compris, à savoir les frais d'entretien, les pneus, l'assurance, etc., etc. Il n'y a pas de surprise certains mois quand vous devez débourser plusieurs centaines d'euros pour changer les pneus, par exemple. Et par les temps qui courent, eh bien, c'est plutôt pas mal. On peut gérer son budget de manière relativement efficace. Et puis, par les temps qui courent également, on le sait, il y a le côté technologique qui évolue énormément. Que vaudra une voiture électrique dans 4 ans, dans 5 ans, une voiture électrique qu'on achète aujourd'hui? On ne le sait pas. Eh bien, pour ça aussi, la formule de leasing, que ce soit pour les professionnels ou les particuliers. Alors les professionnels, il y a en plus la déductibilité qui entre en jeu, mais dans les deux cas, eh bien, comme vous rendez la voiture à la fin de votre formule de leasing, eh bien, vous n'avez pas à vous soucier de combien elle vaudra à ce moment-là. C'est la société de leasing qui prend ce risque, c'est pas vous. Et donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. De bonnes raisons et plein d'autres de vous pencher sur cette solution de private lease pour les particuliers, de leasing opérationnel pour les entreprises. Ça se passe donc sur arval.be en Belgique. Si vous êtes en France, rendez-vous sur arval.fr. Vous trouvez qu'une voiture électrique en 2022, c'est encore un peu cher. Vous trouvez qu'une voiture neuve en 2022, eh bien, les délais de livraison, ils sont juste insupportables. J'ai une solution à vous proposer, c'est Autoscout24, la plus grande plateforme de vente de voitures en Europe. Et sur Autoscout24, partenaire de Charging Station, je les salue d'ailleurs, eh bien, 80 000 voitures sont disponibles actuellement. Parmi ces 80 000 voitures, plus de 5 000 sont déjà des voitures électrifiées. Des voitures neuves sont disponibles également sur Autoscout24. Il y en a 5000 à peu près disponibles actuellement, dont plus de 1000 sont déjà des voitures électrifiées. Autant vous dire que si vous allez faire un petit tour sur autoscout24.be en Belgique, autoscout24.fr en France, eh bien vous allez pouvoir, en fonction de vos critères, trouver certainement la perle rare disponible immédiatement et qui pourra vous offrir des années de pur plaisir en 100% électrique ou en hybride rechargeable, évidemment. Alors, si vous voulez aller faire un petit tour sur Autoscout24, vous verrez que la page d'accueil, elle a été modifiée et maintenant, elle est encore plus intelligente et en fonction de vos critères, eh bien, elle va vous proposer davantage de voitures en rapport avec ce que vous recherchez. Autant de bonnes raisons d'aller faire donc un petit tour sur autoscout24.be ou autoscout24.fr. En conclusion, la Cupra Born, c'est une Volkswagen ID.3 avec un look plus affirmé, avec un intérieur plus valorisant, avec également un équipement d'origine plus généreux et un comportement un rien plus affûté. Alors, tout n'est pas parfait, il y a quelques bémols tout de même. Un look qui, pour certains, au-delà d'être affirmé, frôlera avec le kitsch, avec tous ces inserts autour de la voiture pour faire sport. Également, certains plastiques à l'intérieur, c'est largement mieux que dans l'ID.3, mais ce n'est pas encore tout à fait à la hauteur du tarif demandé. Et puis, un système d'infodivertissement maison qu'on retrouve dans cette voiture comme dans d'autres voitures du groupe Volkswagen. Un système qui progresse mais qui globalement souffre encore de certaines lenteurs et puis pour certains d'un manque d'ergonomie. C'est pas toujours aussi intuitif qu'on le voudrait. Il n'empêche que la conclusion, c'est celle-ci. Cette Cupra Born, c'est une Volkswagen ID.3 avec un look plus affirmé, un intérieur plus valorisant. Bref, elle a tout pour plaire.
À bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Alors la semaine prochaine, ce n'est pas un essai que je vous proposerai, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, un premier bilan après près d'un an au volant de la Polestar 2 Dual Motor et près de 15 000 km parcourus. La semaine suivante, je vous le disais également, on aura rendez-vous chez Audi avec l'Audi A8 hybride rechargeable. Durant les semaines suivantes, d'autres essais hybrides rechargeables, par exemple chez Kia avec le Sportage et puis des essais 100% électriques également, le MG Marvel R, et suivez au rapport prix-prestation incroyable et toujours en 100% électrique. Ça arrive dans la suite également dans un tout autre style. On sera chez BMW avec la i4 en version M50. Ça va les coiffer. Pour toutes ces bonnes raisons, n'hésitez pas à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Si vous voulez soutenir Charging Station, vous pouvez bien sûr vous abonner et partager les vidéos. Si vous souhaitez par contre soutenir un petit peu plus Charging Station, en faire un petit peu plus et obtenir davantage, eh bien vous le savez, vous pouvez activer la souscription. Sur votre ordinateur, vous cliquez sur le bouton rejoindre et pour moins d'1 € par mois, eh bien vous aurez accès à mes conseils, bien sûr, quand vous le souhaitez, et puis également à la possibilité de visionner les essais Charging Station dès qu'ils sont uploadés sur la plateforme YouTube, sans attendre le dimanche à 18 h, donc parfois avec près d'une semaine d'avance sur la diffusion du dimanche à 18 h. Pour toutes ces bonnes raisons, voilà, rejoignez Charging Station, abonnez-vous et éventuellement activez la souscription. Ça me fait bien plaisir et je vous remercie d'ailleurs de votre soutien. À la semaine prochaine pour le bilan donc avec la Polestar 2. Ciao!